Bonjour, dans cette vidéo, tu vas aborder un exercice de synthèse sur les fonctions trigonométriques et en même temps un exercice qui fera le lien avec un autre chapitre de cette année de première, le chapitre de la dérivation et plus particulièrement l'application de la dérivation à l'étude des fonctions. Alors, en matière de fonctions, c'est toujours intéressant d'avoir sa calculatrice pas loin pour regarder un petit peu où on met les pieds. Donc la fonction f est définie par f qui à x associe le quotient de sinus x par 4 moins cosinus carré x. Alors on va aller prendre la numWorks et justement la première chose à faire quand on travaille avec des fonctions trigonométriques, c'est de paramétrer sa calculatrice correctement. Il faut absolument que on travaille avec une unité d'angle qui est le radian. Donc par défaut, on est sur une unité d'angle en degrés, on va aller tout de suite changer ça et on va sélectionner une unité d'angle en radian. Voilà, on peut revenir en arrière et puis retourner ou aller vers le menu des fonctions de la calculatrice dans lequel on va pouvoir saisir notre fonction. Donc on regarde l'expression, donc f de x est égal à sinus x que divise 4 moins cosinus carré x, cosinus x au carré ou cosinus carré x, c'est la même chose. Voilà, cosinus x, ferme la parenthèse, au carré. Exé, et ensuite on va bien aller voir le tracé du graphique de cette fonction. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, déjà, à première vue, il semblerait qu'on ait une fonction périodique. Alors on regarde l'énoncé, c'est justement apparemment l'objectif de la question 2 de démontrer que la fonction f est périodique de période 2π. Alors les graduations de l'axe des abscisses ne sont pas en multiples de pi ou de 2π ou de pi sur 2, donc on ne voit pas bien que la période est égale à 2π. Alors qu'est-ce qu'on voit encore? Eh bien on voit manifestement que cette courbe semble posséder une propriété de symétrie. On dirait même qu'elle est symétrique par rapport à l'origine du repère, ce qui est l'objet de la première partie de la question 2. Sinon, il ne semble pas qu'il y ait de valeur interdite, il ne semble pas qu'il y ait de discontinuité dans cette fonction. Donc ça va plutôt nous diriger vers la question 1 et la question de son ensemble de définition. Et enfin, pour la question 3, en déduire le plus petit intervalle i possible pour l'étude de la fonction f. Eh bien apparemment, oui, il suffirait d'étudier la fonction f sur un petit intervalle et de compléter l'étude par symétrie et puis par translation puisqu'on a affaire à une fonction périodique et probablement impaire. Voilà. Alors c'est parti, on va aborder ensemble la question de l'ensemble de définition de la fonction f. Alors la fonction f, ce qui est très important, c'est regarder sa structure. Comment est-ce qu'elle est construite? Eh bien c'est un quotient. C'est le quotient de sinus x par 4 moins cosinus carré x. Alors il faut toujours se souvenir du fait qu'un quotient est défini si et seulement si son dénominateur est différent de 0. Donc la fonction f en l'occurrence, elle est définie pour tout nombre réel x tel que 4 moins cosinus carré x est différent de 0. Alors, examinons cette expression 4 moins cosinus carré x. Donc, on commence, soit x appartenant à R. 4 moins cosinus carré x égale. Alors, quand tu vois cosinus carré x, il faut toujours, sous le coude, avoir pas loin de ton esprit cette propriété qui te dit que pour tout nombre réel x, cosinus carré x plus sinus carré x est égal à 1. Si on transpose le cosinus carré de l'autre côté de égal, ça équivaut à dire que sinus carré x est égal à 1 moins cosinus carré x. Alors pourquoi je dis ça? Eh bien parce que justement, dans le 4, on va le décomposer en 3 plus 1. Donc finalement, 4 moins cosinus carré x est égal à 3 plus 1 moins cosinus carré x. Et là, on jette un coup d'œil à droite. Oui, mais 1 moins cosinus carré x est égal à sinus carré x. Donc autrement dit, 4 moins cosinus carré x, c'est égal à 3 plus sinus carré x. Alors ça, c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Eh bien parce que sinus carré x, c'est le carré d'un nombre réel. Donc c'est un nombre positif ou nul. À ce nombre positif ou nul, on rajoute 3. Qu'est-ce qu'on obtient?
un nombre strictement positif. Donc, ça nous apprend que, quel que soit le nombre x, 4 moins cosinus carré x, qui est égal à 3 plus sinus carré x, c'est un nombre strictement positif et donc différent de 0. Donc c'est particulièrement intéressant parce que cela prouve que le dénominateur de cette fonction est non nul. Par conséquent, la fonction f, elle est définie pour tout nombre réel x. Question 2. Montrons que la fonction f est impaire. Alors pour montrer que la fonction f est impaire, on prend un nombre réel x quelconque et on va exprimer f de moins x en fonction de x. Alors pour exprimer f de moins x, on va aller récupérer l'expression de f. F de moins x est égal à sinus moins x que divise 4 moins cosinus carré de moins x. On a remplacé tout simplement la variable x par moins x. Alors, là, il faut savoir que la fonction sinus est impaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que le sinus de moins x est égal à moins sinus x pour tout nombre réel x. Et la deuxième chose à savoir, c'est que la fonction cosinus, elle est paire. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que le cosinus de moins x est égal au cosinus de x, quel que soit le nombre réel x. Alors, on va utiliser ces deux propriétés du cours ici. Donc, or la fonction sinus est une fonction impaire, tandis que la fonction cosinus est une fonction paire. Donc, f de moins x est égal à sinus de moins x sur 4 moins cosinus de moins x. Oui, mais sinus de moins x est égal à moins sinus x. Première application de la première propriété. Et ensuite, cosinus de moins x est égal à cosinus x. Donc finalement, on se retrouve avec moins sinus x que divise 4 moins cosinus carré x. Et qu'est-ce qu'on reconnaît là? On reconnaît exactement l'opposé de f. Moins sinus x que divise 4 moins cosinus carré x. Donc c'est égal à moins f de x. Ceci prouve que la fonction f est impaire. Quel que soit le nombre x, f de moins x est égal à moins f de x. Donc on rédige une phrase réponse, la fonction f est donc impaire et on souligne. Montrons que la fonction f est périodique de période de pi, soit x un nombre réel. Et on va calculer, on va exprimer f de x plus 2pi. Donc à la place de la variable x, on va écrire x plus 2pi. Donc c'est égal à sinus de x plus 2pi que divise 4 moins cosinus x plus 2pi. Alors, il y a deux choses qu'il faut se rappeler, c'est que les fonctions sinus et cosinus sont périodiques de période de pi. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien que pour tout nombre réel x, le sinus de x plus 2pi est égal au sinus de x, et le cosinus de x plus 2pi est égal au cosinus de x. Donc ici, on va s'en servir, on va pouvoir dire que c'est donc égal à sinus x que divise 4 moins cosinus carré x, ce qui est exactement l'expression de f de x. Donc c'est égal à f de x. Donc autrement dit, la fonction f est périodique de période de pi. Alors question 3. En déduire le plus petit intervalle i possible pour étudier la fonction f. Alors regardons sa courbe représentative. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est étudier uniquement la fonction f sur l'intervalle 0pi. Parce que si on l'étudie sur l'intervalle 0pi, puisqu'on a démontré que la fonction f était impaire, eh bien, par symétrie, on en déduirait les variations de la fonction sur l'intervalle moins pi plus pi. Et ensuite, il suffirait juste par translation de vecteurs 2pi ou moins 2pi de compléter notre étude sur les variations de la fonction f de façon à avoir les variations de la fonction f sur la totalité de son ensemble de définitions. Donc ce qu'on va faire, on va juste étudier la fonction f sur l'intervalle 0pi et après on complétera l'étude par symétrie et puis ensuite par translation de vecteurs 2pi ou de vecteurs moins 2pi. Donc c'est parti, il suffit d'étudier la fonction f sur l'intervalle 0pi puis d'en déduire les variations de f sur R par une symétrie centrale de centre O, puisque la fonction est impaire, suivie de translation de vecteurs 2pi ou moins 2pi, puisque la fonction est périodique de période de pi. Alors justement, c'est l'objet de la question 4,
que d'étudier les variations de la fonction f uniquement sur l'intervalle i, c'est-à-dire sur l'intervalle 0, pi. Alors, on va passer à proprement parler à l'étude de la fonction f. Donc on admet que la fonction f est dérivable sur l'intervalle i, donc je rappelle que l'intervalle i c'est l'intervalle 0 pi, et que pour tout nombre réel x de cet intervalle 0 pi, f' de x est égal à cosinus x facteur de 3 moins sinus carré x que divise le carré de 4 moins cosinus carré x. Tout ça. Alors ça n'est pas notre responsabilité que de démontrer que cette formule est vraie. Par contre, nous allons l'utiliser pour en déduire les variations de la fonction f sur i. Alors, connaître l'expression de la dérivée va nous permettre d'étudier son signe, puisque tu sais que quand on connaît le signe de la dérivée d'une fonction, on peut en déduire les variations de cette fonction. Donc l'étude du signe de f' de x égale cosinus x facteur de 3 moins sinus carré x sur le carré de 4 moins cosinus carré x. Alors on va regarder cette expression d'un peu plus près parce que c'est toujours très important de savoir comment est structurée une expression. Donc au numérateur, on a un premier facteur, c'est cosinus x, on a un deuxième facteur, c'est 3 moins sinus carré x, et au dénominateur, on a le carré de 4 moins cosinus carré x. Très bien. Alors on va essayer de déterminer le signe de chacun de ces blocs, de chacun de ces facteurs. Soit x est un nombre réel de l'intervalle 0 pi donc, et intéressons-nous déjà au carré de 4 moins cosinus carré x. Alors ceci est le carré d'un nombre réel. Donc si c'est le carré d'un nombre réel, ça veut dire que c'est un nombre de signe positif, et même strictement positif. Très bien, alors ensuite, 3 moins sinus carré x. Alors on va refaire la même remarque que tout à l'heure. Quand il y a marqué sinus carré x, il ne faut jamais avoir très loin de l'esprit cette formule cosinus carré x plus sinus carré x est égal à 1, parce qu'elle nous apprend que du coup 1 moins sinus carré x est égal à cosinus carré x. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un petit peu comme tout à l'heure. Du 3, je vais sortir un 1. Autrement dit, je vais écrire que 3 c'est 2 plus 1, donc 2 plus 1 moins sinus carré x. Et justement, 1 moins sinus carré x, je vais dire que c'est égal à cosinus carré x, donc en dessous est égal à 2 plus cosinus carré x. Alors pourquoi c'est intéressant? Eh bien c'est très intéressant parce que cosinus carré x est un nombre positif, parce que c'est le carré d'un nombre réel. Et si j'ajoute 2, eh bien j'obtiens un nombre strictement positif. 3 moins sinus carré x, c'est-à-dire qui est égal à 2 plus cosinus carré x, c'est un nombre de signe positif, et même strictement positif. Intéressons-nous au dernier facteur, le facteur qui est surligné en vert, cosinus x. Alors pour lui, il faut aller chercher des résultats qu'on a obtenus en début d'année dans le chapitre de trigonométrie. Cosinus x, c'est l'abscisse du point M. Cosinus x est positif lorsque x est compris entre 0 et pi sur 2. Lorsque x est compris entre pi sur 2 et pi, cosinus x est négatif. Donc cosinus x est de signe positif si x appartient à l'intervalle 0 pi sur 2, cosinus x est de signe négatif si x appartient à l'intervalle pi sur 2 pi. Donc voilà, on a les signes de nos trois facteurs qui apparaissent dans l'expression de la fonction dérivée. On va pouvoir mettre en place le tableau de signes de la dérivée et puis le tableau de variation de la fonction f. Donc on y va. Alors dans notre tableau, on prépare notre tableau. Donc à la première ligne, on met x, on met les bornes de l'intervalle i, 0 et pi, et on met pi sur 2 puisqu'on a vu que pi sur 2 correspondait à un changement de signe de cosinus x. Donc à la première ligne, on va y aller très progressivement, on va renseigner le signe de cosinus x. À la deuxième ligne, le signe de 3 moins sinus carré x. Ensuite, le signe de 4 moins cosinus carré x, le tout au carré. Et pour terminer, le signe de f' de x, et nous en déduirons les variations de la fonction f. Donc c'est parti, le signe de cosinus x. Donc on vient de dire que cosinus x est positif entre 0 et pi sur 2, négatif entre pi sur 2 et pi, et cosinus de pi sur 2 est égal à 0.
Ensuite, le signe de 3 moins sinus carré x. Ça, c'est positif sur l'intervalle 0 pi. Le signe de 4 moins cosinus carré x le tout au carré, c'est positif, on en a parlé tout à l'heure. Donc, en appliquant la règle des signes, du produit et du quotient, on en déduit que la fonction f' est de signe positif sur l'intervalle 0 pi, qu'elle s'annule pour x égale pi sur 2, et qu'elle est de signe négatif sur l'intervalle pi sur 2 pi. En application du théorème que l'on a étudié en première sur le lien entre le signe de la dérivée et les variations de f, on en déduit que la fonction f est croissante sur l'intervalle 0 pi sur 2 et qu'elle est décroissante sur l'intervalle pi sur 2 pi. Alors, ça répond à la question A. On va préciser les extrémas de f locaux sur i. En clair, on va calculer l'image de 0 pour commencer. Alors, l'image de 0, on revient à l'expression de f. Nous allons remplacer la variable x par 0. Donc, c'est égal à sinus 0 que divise 4 moins cosinus carré 0. Alors, sinus 0, c'est égal à 0. Donc, autrement dit, f de 0 est égal à 0. Et on l'inscrit tout de suite dans le tableau de variation. On va aller calculer l'image de pi par la fonction f. Donc f de pi, on remplace la variable x par pi, c'est égal à sinus pi que divise 4 moins cosinus carré pi. À quoi est égal sinus pi? Eh bien sinus pi est égal à 0. Donc finalement, l'image de pi est égale à 0. Ce qu'on va aller écrire dans le tableau de variation. Donc on en déduit que le minimum de la fonction f sur l'intervalle 0 pi est 0 et qu'il est atteint en deux valeurs, il est atteint en 0 et il est atteint lorsque x est égal à pi. Occupons-nous du maximum de la fonction f. Alors la fonction f admet un maximum sur l'intervalle 0 pi parce que sa dérivée s'annule en changeant de signe lorsque x est égal à pi sur 2. Calculons maintenant l'image de pi sur 2. F de pi sur 2, on remplace la variable x par pi sur 2, c'est égal à sinus pi sur 2 que divise 4 moins cosinus carré pi sur 2. Alors sinus pi sur 2, c'est égal à 1, et cosinus carré pi sur 2, cosinus pi sur 2, c'est égal à 0, donc 1 sur 4 moins 0, c'est-à-dire 1 quart. Donc le maximum de la fonction f sur l'intervalle 0 pi est égal à 1 quart que l'on va aller inscrire dans le tableau de variation. Voilà, donc nous avons étudié les variations de f sur l'intervalle i et nous avons précisé les extrémas de f sur l'intervalle i. Cette séquence est terminée. À bientôt.